Un immense merci à Cyril Blondel, TrueRom1, Sébastien, Sébastien Dom et Nelson Casillas pour le soutien qu'ils apportent au Rendez-vous Tech et qui vous permettent de l'écouter gratuitement si vous ne faites pas partie des patriotes de l'émission sur patreon.com/rdvtech si vous décidez de le soutenir. Merci à eux et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume en 1 heure environ toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui pour parler du show Hello d'Orange et de Dell qui retourne sur les marchés publics, de la France qui va taxer les GAFA et de plein d'autres choses, j'ai le plaisir de réunir moi-même, ça c'est un plaisir parce que je suis un petit peu égocentrique, mais surtout Jeff qui nous rejoint de la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff ? Tu sais que si tu unmute, c'est mieux. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à tous. On fait ça depuis presque 10 ans quand même ensemble. Hein, de Palo Alto. Et il pleut, donc pour une fois, il pleut. Ouais, pauvre chou, tu as dû arrêter la clim quand même parce qu'il faisait trop chaud, mais ça faisait du bruit pour l'émission. Donc, nous, à 0 degré sous la neige. Ouais. Et autrement, tout va bien parce que je vous rejoins et donc c'est toujours un plaisir. Ah, magnifique. On rappelle pour les auditeurs qui ne nous écoutent pas depuis trop longtemps que Jeff est VC Venture Capitalist dans la Silicon Valley. Et on a le plaisir de recevoir également Marion Doumain qui se joint à nous. Comment ça va, Marion ? Bonjour, écoute, la forme, moi je suis accompagnée de mon petit sapin de Noël de saison, voilà, tout va bien. Est-ce que c'est un vrai ou un artificiel ? C'est un vrai, un petit, mais c'est un vrai. Bravo. Non, mais je m'apprêtais à te vilipender pour le sapin artificiel, mais non, c'est un vrai. Donc, mais j'ai cru que tu allais me vilipender parce que j'avais tué un vrai sapin, mais. Non, mais les sapins, écoute, nous, moi, je vis dans la forêt finlandaise. Des arbres, on en a à revendre, donc je pense que c'est sans doute mieux que d'acheter des sapins en plastique, tu vois. Je suis pro vrai sapin. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont m'envoyer des commentaires en me disant que j'ai pas compris à quel point ça endommage l'écosystème de tel ou tel endroit, et je m'aplatirai d'excuses à ce moment. Mais pour le moment, je pense que c'est pas plus mal. Et avant qu'on se lance dans l'émission, on va vous parler du show Hello et des ambitions d'Orange. Entre autres, on aura aussi, comme je disais, d'autres sujets ensuite. Je voulais mentionner le fait que on risque d'être interrompu en pleine émission parce que figurez-vous que, comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis désormais parent et le petit loulou est très malade. Il a le nez qui coule, il a du mal à respirer. Là, il s'est endormi, mais il risque de se réveiller. Donc, si jamais il se réveille... Je risque de devoir en urgence interrompre l'émission parce que ma femme est malade aussi et on enregistre un petit peu tard. Donc voilà, excuse par avance si l'émission est perturbée pour des raisons de petite loulouterie. Donc, malheureusement, ça ne s'arrête pas parce que de toute façon, il se chope toutes les cochonneries possibles, imaginables à cause du contact avec les autres enfants et après, il te donne les cochonneries. Donc mais c'est... Voilà. Mais il est à la crèche depuis 2 mois, ça y est, hein, ça n'arrête pas. C'est toutes les 2 semaines une nouvelle saleté qui est attrapée. Et oui, nous on les chope tout aussi. Donc, oui, c'est le grand plaisir d'être papa. Ouais. Bon, j'espère que ça n'interrompra pas l'émission parce que être malade c'est une chose, mais interrompre l'émission c'est quand même beaucoup plus grave. Émission donc dans laquelle on va se lancer avec une première partie sur le show Hello, qui est le show annuel, la conférence de presse annuelle d'Orange qui présente ses nouveautés. Et qui a présenté des choses. Je sais qu'il est de bon ton de taper sur Orange et de les considérer comme des vieux dinosaures, et peut-être que ça sera le cas encore dans cette émission aujourd'hui, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, pas tant sur certaines annonces spécifiques, qui somme toute étaient dans l'ensemble assez attendues, mais dans la stratégie d'ensemble qui s'en dégage. Et je vais donc vous faire un petit résumé rapide et puis on va en discuter. D'abord, j'aimerais dire qu'ils ont vraiment mis l'accent sur l'aspect institutionnel, rassurant, un petit
petit peu ennuyeux, j'irais jusqu'à dire ennuyeux, mais ce qui est presque la stratégie d'Orange. Ce que je veux dire, c'est que Orange, c'est des gens, bon, c'est peut-être pas les plus marrants, mais au moins on peut compter sur eux, ou c'est des gens sérieux qui font bien leur boulot. Je suis sûr qu'il va y avoir des dizaines de personnes qui vont avoir des expériences anecdotiques complètement opposées à cette image, mais il n'empêche que c'est l'image qu'ils veulent projeter, et on l'a clairement senti dans cette conférence. Ils ont annoncé tout un tas de produits, ils ont beaucoup insisté sur le fait que c'était la technologie Human Inside, qu'ils étaient contre l'inclusion numérique, qui faisaient de l'innovation inclusive. Je vous avoue que j'ai pas très bien compris à quoi ça se traduisait dans les faits, si ce n'est qu'ils voulaient amener la technologie à tout le monde, mais je suis pas certain qu'ils le fassent de meilleure manière que les autres FAI, puisque c'est surtout dans le marché des FAI qu'ils jouent, dans la cour des FAI qu'ils jouent. Mais ils ont annoncé des choses comme Maison Connectée, qui est une offre d'objets connectés, tout simplement, et de domotique. Ils ont bien pointé du doigt le fait que ça marchait avec la Livebox. Bon, c'est que la dernière, mais ils n'ont pas besoin d'acheter une nouvelle Livebox ou de changer d'abonnement. Il y a Maison Protégée, qui est une autre offre, qui est la protection du domicile, qui inclut les interventions. Ils ont fait une grosse partie sur leur enceinte connectée, qui s'appelle, alors c'est le Jingo Speaker, qui a été développé en coopération avec Deutsche Telekom, qui a un autre nom chez eux, et ils ont l'ambition de créer une Europe numérique avec des investissements à 50-50 entre Deutsche Telekom et Orange, et ils ont des avantages, des atouts, comme par exemple le fait de sécuriser les données en Europe, d'avoir des data centers en Europe, et il y a vraiment ce volontarisme européen qui, ma foi, même si on n'est pas très européen, on peut se dire que des sociétés qui s'allient pour créer un petit peu plus de puissance numérique en Europe, c'est pas forcément une mauvaise chose, et c'est vrai que Orange et Deutsche Telekom sont des gros acteurs, donc pourquoi pas. Un petit bémol à cet aspect européen, c'est que Orange aura sur son enceinte connectée Jingo, qui est leur assistant qui gère les parties Orange, mais ça va inclure du coup la maison connectée, la maison protégée, tout ça. Et en même temps, Alexa, au niveau défense de l'Europe, on pourrait peut-être imaginer mieux, mais ils incluent Alexa, et Alexa, c'est évidemment une société d'un GAFA, donc ça complique un petit peu le message, on va dire, mais il n'empêche, ça ajoute des fonctionnalités. Et en plus de ça, ils ont également une application qui s'appelle Mobile Connect, qui est une application d'identification et de sécurisation qui fonctionne avec France Connect, le site de connexion, enfin le système de connexion de l'administration française. Donc ça vous permet de vous identifier sur les sites sans avoir 60 000 identifiants différents. Il y a Orange Healthcare, qui est un système de données de santé sécurisées qu'ils aimeraient étendre à différentes utilisations. Et du coup, comme on a la banque Orange qui existe déjà, cette histoire de données, la question de santé, la question des box, la question du speaker. Il y a aussi le développement d'un vote électronique par blockchain pour les petites votations, hein, c'est pour les trucs locaux, c'est pas pour les grandes élections, mais il y a tout un tas de trucs qui font que j'ai un petit peu l'impression que s'ils y arrivent, et c'est un énorme si, ça pourrait, pour certaines personnes, englober l'ensemble de leurs utilisations ou une bonne partie de leurs utilisations numériques et proposer une solution franco-européenne pour tout un tas de choses qui alors évidemment, ça ne va pas inclure Facebook, ça ne va pas inclure un certain nombre d'autres choses, mais ils ont le mail, ils ont une page d'accueil, ils ont plein de choses. Et je me demande si c'est pas finalement une initiative intéressante, ou en tout cas un mouvement intéressant de la part d'Orange, qui pourrait de cette manière devenir un acteur qui dépasse le simple cadre de la fourniture d'accès à Internet et qui proposerait des solutions un petit peu plus larges. Moi, je veux voir ça d'un œil un petit peu bienveillant, et j'ai envie de me retourner vers Marion qui me disait avant le lancement de l'émission, qui regardait ça peut-être avec un ton un petit peu plus moqueur, et te demander si j'ai réussi un petit peu à te convaincre que ça pourrait donner quelque chose, ou si tu restes mesuré ou en retrait, on va dire.
Non, mon ton au cœur, il n'était pas vraiment lié aux différentes annonces qui ont été faites. C'est plutôt le ton de la conférence qui m'a un petit peu gênée. C'est-à-dire que pour une société de la taille d'Orange, Stéphane Richard n'a pas pu s'empêcher de lancer des petits pics systématiques aux annonces de Free. Ce qui en fait ne fait qu'entériner Free de son côté, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la menace que Free représente et du coup ça ne fait que jouer le jeu de Xavier Niel qui voulait juste se faire reconnaître et faire parler de lui et c'est réussi en fait. Donc c'est un petit peu, je trouve que c'était un peu dommage de la part de Stéphane Richard de jouer le jeu, de tomber dans le panneau aussi facilement. C'est vrai qu'il aurait pu rester au-dessus de la mêlée et se poser comme justement un petit peu le papa des télécoms et on s'inquiète pas de ce que font les gamins dans leur coin. Mais Ouais, même sans jouer le papa, il était juste au-dessus de ça. C'est-à-dire que ouais. c'est toujours un petit peu ridicule quand les uns lancent des pics aux autres. On l'a déjà mentionné avec Google, Apple, etc. Voilà, là c'est la même chose. C'est-à-dire que en effet, Stéphane Richard a juste joué le jeu de Xavier Niel et j'attendais autre chose d'une personnalité comme lui, surtout qu'il a plutôt quand même bien géré la conférence. Après, en termes de produits, honnêtement, ils n'ont pas annoncé grand-chose. Et en effet, ça n'a été que comment dire, des réponses à Free. Et du coup, ils n'avaient pas vraiment grand-chose à présenter au final. L'enceinte, en plus, elle avait déjà été montrée au MWC en mars, je crois. Je crois que c'est lié en mars. Donc du coup, bon, on savait qu'il y aurait une enceinte qui arrive. En plus, ils capitulent avec Alexa parce que bon, ils ont leur propre assistant vocal, mais en fait, on voit qu'il est pas suffisamment au point puisqu'en effet, il y a l'assistant vocal Alexa. Donc en fait, ils admettent leur propre échec. Après, ils lancent des pics du genre, nous, on peut, avec notre box, profiter de différents services, style OCS, Netflix, Canal, etc. Mais en effet, c'est en payant un prix supplémentaire, c'est une option. Alors que chez Free, c'est pas une option, c'est inclus dans le forfait. Donc en fait, en plus, il a comparé des choses qui sont pas comparables. Et des fois, il s'est un peu ridiculisé, en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ouais, t'y vas fort. On est sur des visions un petit peu opposées, toi et moi, même si j'avoue que tu me convaincs pas mal en disant qu'il a fait que répondre à Free. J'ai l'impression qu'il y a une vision un petit peu plus globale, mais peut-être que c'est moi qui me suis laissé amadouer par le sourire sirupeux de Stéphane Richard. Mais... Non, je suis assez d'accord avec toi. Il y a une vision globale, mais en fait, tout le monde essaye d'avoir une vision globale. Free, tu vois, avec leurs différents services, ils essayent de toucher à tout le secteur du divertissement, même de la sécurité également, puisqu'ils avaient leur pack sécurité qu'ils ont annoncé. Oui. Donc, domotique, divertissement, enfin voilà, maison connectée, etc. Donc, c'est pas étonnant qu'Orange se lance sur le marché non plus. Il y a un vrai enjeu de domotique et sécurité actuellement. Ouais, moi, les trucs qui m'ont le plus marqué, c'était ce partenariat avec la data sécurisée en Europe avec Deutsche Telekom, le fait qu'ils s'attaquent aux données de santé et ce genre de choses. Mais du coup, je me retourne vers Jeff. Vu de la Silicon Valley... moi, je me dirais, en caricaturant un peu, que ça te fait rire, parce que tu n'as foi quand la puissance des startups et des sociétés petites et agiles. Mais peut-être que tu vas me faire mentir. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre de tableau peint par Stéphane Richard ? Je pense que l'innovation qui vient des startups et qui est ensuite agrégée et distribuée par des grands groupes, c'est pas incompatible en termes de vision. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui Google qui s'est agrégé sur plein d'activités, certaines qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas forcément bien. Amazon a maintenant les doigts dans plein d'activités aussi. Donc, nous, on pense que la façon d'innover et de créer des choses qui sont parfois à la limite de la légalité ou des marchés, et ensuite qui deviennent des vraies activités avec une régulation et une adoption large, ça vient du monde des startups. La question, c'est comment tu atteins des couches de la population qui ne vont pas faire attention à l'innovation
Je pense à mes parents où avoir une solution tout en un qui vient en commercialisation et surtout en support avec une marque comme Orange. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Orange déjà Oui, bonne question. Et donc ça a du sens, mais je pense que ce que vous décriviez, qui est que Orange ne fait que répondre à Free, bon, j'ai toujours été un fan de Free et de Xavier Niel, et je ne vois pas comment ils peuvent gagner, si ce n'est par le biais d'une clientèle qui est fidèle à la marque. Et je ne sais pas ce qu'utilisent mes parents, mais on ne va pas les changer de FAI, on ne va pas les changer de boîte, on ne va pas les changer de tout ça, quoi. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a une certaine opportunité sur une couche ou une tranche de la population, mais autrement, s'attendre à ce que les grandes boîtes comme ça fassent de l'innovation, on ne le voit qu'avec Google et avec Amazon ici. Et encore, c'est souvent en compétition avec plein de startups qui sont financées par nous, les capitaux risqueurs. Mais du coup, non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles d'innovation, mais je ne suis pas certain que cette société, enfin Orange, dans son offre telle qu'il la présente, a forcément besoin de faire beaucoup d'innovation, à moins que ma vision ne soit un petit peu floue, mais c'est ce que je pourrais voir, c'est Orange qui surveille l'innovation créée par d'autres et qui ensuite agrège, comme tu le disais, les éléments intéressants une fois qu'ils ont été prouvés et les propose dans des offres un petit peu plus rassurantes, c'est le terme que j'emploierais, pour une population un peu plus large. Maintenant, ça a évidemment des limites, puisqu'on le voit pour l'assistant Jingo, ils sont obligés de s'allier à Amazon pour inclure un assistant qui fonctionne de manière un peu plus large que Jingo, je suis d'accord, mais au-delà de ça, s'ils réussissent avec leurs histoires de données santé sécurisées, de la banque qui offre des services que les banques traditionnelles ne réussissent peut-être pas à offrir autant, et puis le point fort qui est les données sécurisées en Europe, ça c'est un avantage structurel qu'ils ont et que d'autres ne peuvent pas avoir par définition, mais ça peut-être donner quelque chose. J'essaye de décrire la chose et en même temps ça reste flou, mais j'ai l'impression que ça peut peut-être donner quelque chose même pour une grosse boîte comme Orange. Oui, mais l'innovation, ça peut être de l'intégration. Hein. L'innovation, ça peut être dans la facilité à donner accès à des trucs qui sont super compliqués de façon super simple. Donc, tu vois, l'innovation, ça peut être dans la technologie, dans la science, dans la mise à disposition, ça peut être aussi dans le packaging. Ouais, d'une certaine manière, ce qu'ils font avec Maison Connectée, leur fameuse offre domotique, oui, qui est une réponse à Free, mais en fait qui s'inspire finalement de ce que font Apple et Google avec leurs propres services. Il y a une app qui va contrôler votre maison. Ils font parler entre eux les différents objets des partenaires avec lesquels ils travaillent. C'est ce que fait c'est ce que fait Google Home, c'est ce que fait Apple avec Home aussi. On pourrait dire que ça sera redondant parce que de toute façon, l'app, elle sera sur un téléphone. Mais je sais pas, je me dis qu'effectivement, pour une certaine tranche de la population, ça peut être plus simple de se dire, je prends l'offre chez le FAI qui, en plus, me fait « ça, c'est bien, il y a la maison, l'offre de domotique en même temps, et puis je peux faire surveiller ma maison, et puis j'ai la banque chez eux, et puis il y a leur assistant personnel, oui, il y a Alexa dessus, mais enfin, tout vient avec Orange, et puis il y a Orange Healthcare avec les données santé sécurisées. » Je sais pas, je vous avoue que je force un petit peu le trait pour me forcer à trouver ça positif, mais j'ai un petit peu envie d'y croire, quoi. À tort, peut-être. Ouais, bon. Ouais, bon, j'ai pas convaincu Jeff. Est-ce que Marion, je t'ai convaincu un peu ? T'avais tellement l'air convaincu en parlant que... Non, mais c'est vrai, tu regardes, je pense que ça dépend des services que tu vas considérer. Tu vois, je regarde ce que j'utilise pour nous. Donc, petit à petit, on a commencé à agréger pas mal de trucs chez Comcast, donc qui est un des gros fournisseurs ici aux États-Unis. Donc, on a Internet, on a la télé, on a maintenant le téléphone, parce que c'est une ligne VoIP. Je suis en train de regarder leur offre sécurité. Donc, comme c'est
relativement packagé, c'est simple et ils te font des discounts. En gros, c'est comme ça que tu vas gagner ici. Tu vas dire, bah tiens, tu rajoutes le téléphone, ça te coûte pas plus cher pendant 1 an ou 2 ans. Puis tu rajoutes la sécurité, et au fur et à mesure, tu pètes en fait les autres services. Bon, à un moment ou à un autre, tu le payes, mais étant donné que tous les ans, tu peux les rappeler et essayer de passer à la nouvelle promotion, en gros, tu te retrouves à avoir un réel avantage commercial à le faire. Bon, ce que je pense pas faire, c'est leur donner mon téléphone portable, parce que passer sur un MVNO, ça a des risques. Mais je pense que en faisant du bundling, donc mettre ensemble un certain nombre de services qui peuvent avoir une certaine compatibilité, ça a du sens. C'est vrai que c'est exactement ce qu'est en train de faire Orange. Et du coup, le jour où tu es pour ton offre de domotique, et puis pour la banque, et puis pour ton offre de protection de ta maison, et puis etc., et puis ton mobile et ton internet à la maison, etc. Au bout d'un moment, tu dis bon bah je vais pas partir, c'est trop compliqué. Donc c'est peut-être intelligent même commercialement de la part d'Orange d'aller dans cette direction. Et puis il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit quand je parlais de ça sur Twitter, qui m'ont dit oui mais regarde Orange ils ont annoncé 4000 trucs à chaque show Hello et il y en a pas 1% qui reste ou 10% qui reste. Ok c'est vrai, mais on peut quand même pas reprocher applaudir les GAFA quand ils essayent plein de trucs pour rester innovant et intéressant et rapide, et puis ensuite reprocher à Orange de tenter des trucs qui ne restent pas sur le long terme. Faut essayer des choses et puis on garde ce qui fonctionne. C'est comme ça que fonctionne une bonne partie des géants du net. Et si Orange essaye de se dynamiser de cette manière, moi ça me paraît être plutôt positif, quoi. Ouais. Bon. Donc voilà, on a des avis. Bon, je me suis un tout petit peu fait l'avocat du diable sur cette histoire, mais c'est parfois nécessaire aussi. Vous le savez, c'est mon habitude. Un petit mot rapide pour signaler que Free est un petit peu revenu en arrière sur ses frais de mise en service et les frais de migration suite à la gronde des abonnés actuels et futurs. Et donc il y a des petits tours de passe-passe sur les différents frais, mais en gros ça coûte un petit peu moins cher. Ils sont revenus en arrière, donc certains reprochaient à Free de trop se gaver sur ces aspects-là, en plus d'avoir des forfaits qui étaient maintenant plus chers. Bon, ils ont fait un petit pas en arrière, on va dire. Oui, alors un truc super important qu'il faut vraiment noter, donc il faut que vous écoutiez cette partie. Il est assez possible, je parle aux auditeurs, hein, il est assez possible que vous buviez trop de café. Ou que vous buviez trop de coca, ou même que vous buviez trop de bière, ou que vous preniez trop de dessert pendant la semaine au boulot. Si vous prenez un petit peu trop de dessert, et ben vous risquez de prendre du poids, ça met en danger votre santé, etc. Et figurez-vous que moi j'ai un moyen assez sûr de vous éviter de faire cette erreur, c'est que tout ça, le café, un café en trop par semaine, une bière en trop par semaine, un dessert en trop avec tous les déjeuners, ça coûte de l'argent. Alors ce que je vous propose, c'est que au lieu de dépenser cet argent dans le café de trop, eh bien vous deveniez patriote du Rendez-vous Tech, c'est-à-dire que vous souteniez l'émission à hauteur de pas grand-chose, le prix d'un café, le prix d'un petit dessert par épisode par exemple. Et de cette manière, non seulement vous vous mettez à l'abri des dangers qui pourraient menacer votre santé, mais en plus, vous financez une émission qui vous plaît, qui vous fait passer de bons moments, qui vous informe, qui vous est utile. Donc, moi, je pense que c'est un message de santé publique important à faire passer aux auditeurs, et je vous encourage tous à aller sur patreon.com/rdvtech pour regarder si le fait de contribuer à l'émission pourrait vous intéresser, avec je devrais le rajouter dans la description, avec cet avantage supplémentaire qui fait que
en mettant 1 ou 2 dollars, puisque c'est en dollars, sur l'émission, eh ben ça vous dira oui, mais j'ai mis 1 dollar sur l'émission, je vais pas en plus me prendre un café de plus, c'est le 3e de la journée. Donc, vous voyez, sur une semaine, si vous prenez 2 cafés dans la journée, eh ben ça vous en fait 10 pour les 5 jours de travail. Ben là, vous passez à 9 et ça vous fait un petit peu moins de stress, un petit peu moins de nervosité, et en plus, vous contribuez au rendez-vous tech. Donc, moi, je crois que c'est pas pour moi, hein, finalement. C'est surtout pour vous. Bon, c'est un petit peu pour moi aussi, c'est un petit peu pour l'émission, mais vraiment, moi, je pense à votre santé. Donc, pour votre santé, passez sur patreon.com/rdvtech. Je valide complètement ce message et je rajouterai qu'au-delà du café, le paquet de papillotes de Noël, évitez-le et voilà, reversez le montant à Patrick, ça vous fera du bien. Bon, vous voyez, le rendez-vous tech vous rend service de différentes manières. Par contre, rappelez-vous que le bon vin ne peut faire que du bien, donc ça ne s'applique pas au vin. Oui, bon, écoute, je crois que les personnes qui voudraient reverser les montants qu'ils dépensent en vin, bon, c'est pas forcément très cher les vins, mais j'imagine que ça, c'est un petit peu une limite un peu haute pour le rendez-vous tech. Encore que, on sait jamais, il y en a qui financent beaucoup. Bon, continuons, j'allais repartir sur les vins, mais non, on va parler de Dell. On va parler de Dell et donc de cette intention qu'a visiblement Dell, enfin c'est même pas une intention, ça a été voté, de revenir sur les marchés publics. Vous vous souvenez que Michael Dell, le fondateur, avait en fait racheté les parts de la société et avait transformé Dell en société privée, donc qui n'était plus cotée à la bourse. Et il l'a remanié, transformé, visiblement de manière assez positive. Et maintenant, ils reviennent sur les marchés publics le 28 décembre. J'ai envie de demander à Jeff, du coup, quel est l'intérêt c'est une question bête, hein, mais quel est l'intérêt de revenir sur le marché public pour une société qui visiblement va bien, dont Michael Dell a une immense partie, il pourrait tout simplement se réattribuer les bénéfices de la boîte. Pourquoi revenir sur la bourse, quoi ? C'est une question que je me pose presque pour toutes les sociétés du monde, mais dis-moi, quel intérêt pour Dell de revenir sur la bourse, Jeff ? Je pense que quand tu as la taille d'une entreprise telle que Dell, c'est pas franchement possible d'opérer en dehors de ce qui se passe dans les marchés publics, parce que de toute façon, tu es tellement gros en termes de revenus, en termes d'employés, etc., que de toute façon, il va falloir que tu soumettes un ensemble de papiers financiers qui, en gros, donnent aux gens le même accès à tes finances que si tu étais public, sans que tu aies en fait le bénéfice d'être public. Ce qui s'était passé, et la raison pour laquelle il a fait un tech private, donc un passage dans le privé, c'était pour en gros refaire un ensemble de changements à son business qu'il voulait faire de façon plus efficace, parce que quand tu es privé, tu peux aller beaucoup plus vite. Mais ça avait du sens en fait de revenir sur les marchés publics en faisant, et ce qu'il a fait, c'est il a pris VMware, qui est donc une entreprise privée, et il est rentré en fait dans VMware, et c'est comme ça que Dell est devenu public, quoi. Mais pourquoi donc il n'a pas fait une IPO en tant que tel. Oui, il s'est pas mis à vendre les parts de Dell, il est passé par VMware. Bon, c'est une opération financière qui, à la limite, n'est pas hyper importante, mais j'ai l'impression que j'ai pas vraiment compris la réponse. Tu parles des désavantages de ne pas être public, mais quels sont les avantages ? Est-ce que ça va faire rentrer plus d'argent dans la société parce qu'ils vont pouvoir vendre des actions ? Quel va être l'avantage de cette société ? C'est une question de statut, c'est une question de visibilité, c'est une question de crédibilité. Et puis c'est une question effectivement où tu as accès au marché financier, si tu veux prendre de la dette, si tu veux, c'est beaucoup plus simple. Je pense que pour moi, c'est une question de taille à laquelle il opère, en termes de milliards, de dizaines de milliards de revenus que représente la boîte. C'est difficile d'opérer en entité privée.
Moi, je suis pas sûr de comprendre pourquoi ça serait plus difficile. J'imagine qu'il y a des raisons administratives et peut-être même de taxation et de transparence, comme tu le disais. Mais s'il peut gérer les choses de manière privée et prendre des décisions plus rapides et affecter sa boîte plus simplement, je sais pas. Moi, je comprends pas bien le move, mais bon, enfin, il y a certainement. Je te dis, à la fin de la journée, ça peut être une question pour lui aussi. Bon, je suis en train de regarder les infos là. Il semblerait qu'il ait encore 72% de la boîte qui va être capitalisée à 22 milliards. Donc, ça lui donne plus de possibilités pour lui de vendre des actions. Je ne sais pas si c'est son intention, oui. Son intention. Mais pour moi, c'est vraiment une question de taille à laquelle ils opèrent, du marché dans lequel ils opèrent, où toutes les boîtes d'importance dans le monde de l'IT sont toutes des boîtes publiques, et c'est être géré sur, tu vois, un peu sur le même plan, c'est-à-dire c'est une grosse pour être boîte crédible, avec des moyens crédibles, visibles, parce que quand tu es public, tu rajoutes une crédibilité à cause de la transparence nécessaire à laquelle tu t'astreins. Donc, pour moi, c'est complètement logique. Je suis désolé de ne pas pouvoir te le faire comprendre. Non, mais c'est... pour moi, ça a complètement du sens. Ouais. Il avait été frustré à l'époque, il y a 5 ans, quand il a décidé de faire le Tech Private. Il a changé pas mal de choses à son business. Et je pense qu'il s'est remis dans une position où il pouvait, de façon saine, être une boîte publique avec du succès. Et tout de suite, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Je veux dire, la raison pour laquelle on met nos boîtes sur les marchés publics, c'est pas uniquement parce que ça nous permet de sortir et de faire de l'argent. C'est l'image que j'ai toujours eue. Moi, je me suis dit, tu rentres sur les marchés publics, tu vends les actions, et tout à coup, c'est genre bingo, t'as réussi ton coup, et c'est là que tu fais ton argent. Mais ce que tu me dis, c'est que c'est pas que ça, ouais. Non, c'est pas que ça du tout, parce que bon, si on voulait juste faire de l'argent, on vendrait nos boîtes avant de... Parce que c'est pas facile d'aller sur un marché public, hein. C'est une grosse galère en termes d'opération, en termes de régulation, en termes d'audit, de choses que tu dois mettre en place dans ta boîte. C'est un projet qui va prendre 2 ans, ça va coûter des millions de dollars en préparation, ça va coûter des millions de dollars en exécution, et après tu es à la merci en fait du yo-yo qu'on a, où ça fait maintenant presque 2 mois qu'on a une volatilité pas possible sur les marchés américains. Tu vois, aujourd'hui c'est encore une journée rouge où quasiment toute la tech se casse la gueule. Et de façon plus ou moins méchante. Je regarde mon portefeuille, tu vois, ça va entre -3 à -5 à -12. Oups. Dommage pour l'élastique. Et ça nécessite en fait beaucoup d'investissement et une rigueur avec tout le reporting que tu fais tous les trimestres. Mais d'un autre côté, ça légitimise ta boîte de façon sans précédent, parce que atteindre le statut de boîte publique est tellement difficile qu'une fois que tu es sur les marchés publics, ça te donne accès à une crédibilité, un marketing naturel qui n'existe pas autrement. Et c'est pour ça que dès qu'on met... Enfin, notre objectif, c'est de mettre toujours nos meilleures boîtes, donc les top 3 ou 4 boîtes de chaque fonds, sur les marchés publics. Et en fait, si tu es une boîte privée, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bon, en fonction de ta taille, il peut y avoir des régulations qui t'obligent à être plus transparent, mais on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut amener une sorte de défiance aussi, et de se dire, oula, ceux-là, on n'est pas sûr de ce qu'ils font, de comment ils fonctionnent. Donc c'est dans ce sens-là, quand on dit ça amène plus de crédibilité, c'est dans ce sens-là aussi. C'est un passage obligé. C'est un peu, c'est un passage obligé qui est une preuve de maturité. Tu vois, par exemple, Uber et Lyft ont tous les deux
annoncer leur intention, annoncer leur intention d'aller public à un moment l'année prochaine. Et ils ont annoncé qu'ils avaient fait un silent filing, donc un filing que tu n'as pas besoin de mentionner, mais ils ont quand même annoncé, ce qui est quand même rigolo. Et on ne sait pas combien de temps la SEC, qui est donc le régulateur américain, va mettre à approuver leur S1 et leur filing, parce que bon, ce sont quand même des business qui sont extrêmement complexes, surtout Uber par rapport à Lyft. Et donc, Dieu seul sait combien de temps ça va prendre à ce qu'ils aillent public. À mon avis, ça va prendre plusieurs mois. Mais c'est une espèce de passage obligé. Et tu vois donc Uber qui aura 9 ans l'année prochaine, ou peut-être 9 ans et des bananes, c'est le moment pour eux d'aller public, quoi. C'est en fait ce que je comprends, et je vais utiliser mes mots pour le décrire, c'est un peu comme le bac, ça sert à rien mais il faut l'avoir. Voilà, c'est comme ça que je comprends. Je pense que c'est plus utile que mon bac. Ouais, possiblement. Bon tiens, parlons d'un autre sujet qui risque de provoquer des réactions intéressantes. Bruno Le Maire a annoncé que la France allait taxer les revenus des GAFA, et notamment les revenus publicitaires des GAFA, dès janvier prochain. Alors on pourrait être tenté de mettre ça en parallèle du mouvement des Gilets jaunes en France. Il faut quand même rendre à Bruno ce qui est à Bruno. Il a initié cette décision il y a bien longtemps. Il a poussé la décision et affirmé sa détermination il y a un bon moment, et on en parlait d'ailleurs dans l'émission depuis un bon moment. Vous vous souvenez, c'était cette idée de taxer, alors les pourcentages ont varié, mais on est autour de 2 ou 3% du revenu publicitaire des grandes sociétés du numérique c'est le revenu publicitaire principalement, pour leur business en France. Et ça fait suite évidemment à des questions de taxation dont on parle dans l'émission depuis très longtemps, avec des sociétés qui se démerdent pour délocaliser leurs revenus de manière, on va dire, légale, mais peut-être pas super morale, dans différents pays de l'Union européenne où les taxes sont moins élevées. On en a parlé des dizaines de fois dans l'émission. Donc en l'occurrence, un des moyens de pallier à ces pratiques, c'est de taxer tout simplement non pas les bénéfices, mais les revenus de ces sociétés à une hauteur qui reste à déterminer. Il était nécessaire de trouver un accord avec les partenaires européens. La France et l'Allemagne sont unis sur le sujet, visiblement, peut-être à quelques détails près, mais ça bloque du côté de certains autres. Et donc, Bruno Le Maire a annoncé que dès le 1er janvier, avec ou sans l'Europe, ça allait se faire, et qu'ensuite, les choses seraient arrangées avec l'Europe après coup. Alors oui, il faut aussi rappeler que même si on a l'impression qu'il suffirait de taxer les géants du numérique pour résoudre tous les problèmes de tout le pays, ça rapporterait, selon leurs estimations, 500 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable évidemment, mais qui est loin de résoudre les problèmes de tout le pays, on est d'accord. Quels sont vos... je me retourne vers Marion, du coup. Toi, t'es française, t'es bien en France, tu profites de services publics français. Est-ce que tu vois d'un bon œil cette détermination de Bruno Le Maire, ou est-ce que cette idée d'inventer une nouvelle taxe sur les GAFA, et puis simplement de se dire, je sais pas, c'est sur le numérique, mais pourquoi pas sur autre chose, est-ce que ça te pose des problèmes ? Ça me semble compliqué toujours de penser d'essayer de taxer des géants du net sur une base géographique comme juste la France, et de pas le faire à l'échelle européenne, de pas se mettre d'accord là-dessus. Surtout que aujourd'hui on va taxer sur la présence géographique d'un bureau, sauf qu'en fait il en est quoi de la présence numérique en fait. Et ça n'a pas encore été très très bien défini. On ne sait pas vraiment sur quelle base ils vont se baser justement, sur quelles vont être les règles en fait. Il y a des questions sur est-ce que on va taxer alors je sais plus si c'est les internautes ou les publicitaires, mais qui sont affichés en France ou qui sont. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait tu peux prendre l'image d'un hôtel. Je l'avais lu quelque part dans un article.
Un hôtel français qui fait de la pub, et ben qu'est-ce qu'il en est de l'internaute français? Ben ça, à la rigueur, c'est facile, mais d'un internaute d'un autre pays qui va atterrir sur cette pub, etc. Comment ça se passe, quoi? Comment tu taxes ça? Enfin bref, le problème, c'est que le numérique, ça n'a pas vraiment de frontières et ça reste assez compliqué et on essaye de mettre des frontières à quelque chose qui n'en a pas, en fait. Et tout de suite, c'est assez compliqué. C'est sûr, oui, il y a des détails à régler, mais je crois qu'on peut prendre des décisions sur ces sujets. Je vais me faire pas l'avocat du diable, mais je vais défendre la vision. On peut argumenter sur les détails, mais on peut les fixer aussi, ces détails, dire dans ce cas-là ça marche, dans ce cas-là ça marche pas. Et puis on peut en pointer du doigt les problèmes. Mais si on ne pointe que les problèmes, on ne résout pas le problème qui chapeaute tout ça, qui est que ces sociétés ne payent pas. On peut dire oui ou non, mais a priori, le problème, c'est que ces sociétés ne payent pas assez d'impôts par rapport à leur activité en France, justement parce qu'elle est dématérialisée. Donc, il n'y a pas de solution si on se dit « Ah bah oui, mais c'est compliqué parce que c'est dématérialisé, tu vois ». Non, mais c'est assez évidemment. On peut très bien se dire ça, mais encore une fois, c'est des pays dans l'Union européenne, selon la fiscalité qui diffère selon les pays, avec certains avantages dans certains pays. Se limiter à la France, je trouve ça un petit peu naïf et un peu illusoire. Et moi, personnellement, j'aurais préféré que ça se fasse au moins à l'échelle de l'Europe pour au moins avoir une base un peu plus pérenne et solide que la France qui essaye de faire ces choses dans son coin. Et oui, même si je comprends le fait de vouloir faire bouger les choses plus rapidement. Oui, je crois que c'est pas tout à fait juste de dire faire les choses dans son coin. Bruno Le Maire parle avec l'Europe et il parle avec l'Allemagne notamment et avec les autres pour essayer de trouver un accord. C'est vrai qu'ils en ont pas encore trouvé un, t'as raison. Mais moi, la manière dont je le vois, d'une part, Google a dit qu'ils n'étaient pas contre l'idée de payer une taxe, ce qui est quand même un petit peu surprenant, parce que c'est un changement de ton, on va dire, par rapport à ce qu'il déclare depuis longtemps. Mais non, Patrick, lorsque Google a le choix de choisir quelle taxe ils peuvent avoir, alors au lieu qu'on leur en impose une, ils vont toujours choisir celle qu'ils peuvent contrôler un petit peu. C'est comme toutes les sociétés. Non, bien sûr, mais c'est une nouvelle taxe qui est inventée de nulle part, qui sort de nulle part. C'est une taxe supplémentaire. Bien sûr, donc, ils vont pouvoir la définir dans ce cas. Ils vont pouvoir justement aider aux discussions. Oui, ça, bien sûr, ça, je suis d'accord. Mais en fait, plus que, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que c'est en train d'arriver et ils se disent, ok, bon, discutons, tu vois. Mais ça les oblige à venir à la table. La manière dont je le vois, c'est un petit peu comme la manière dont le travail sur la TVA a été fait. La TVA sur les contenu numérique désormais est payé par l'acheteur dans son pays, alors qu'avant c'était payé par la société qui vendait le truc dans le pays où elle était localisée. Donc ils étaient tous au Luxembourg, au machin, pour payer le moins de... Parce que les taxes sont avantageuses dans ces pays. Et puis quand on a instauré la taxe, la TVA, dans le pays de l'acheteur, ça a ramené de l'argent dans chaque pays européen, là où il aurait dû être. Là, c'est pas exactement la même chose, mais c'est ce type de philosophie qui me semble être à l'œuvre, et ça me paraît pas si incohérent que ça. Maintenant, peut-être que Jeff, qui voit ça d'un œil absolument horrifié, lui qui est dans un pays où chaque taxe supplémentaire est vécue comme un poignard dans le cœur, j'exagère, mais à peine. Encore que tu vis en Californie, qui est à peu près sur une ligne... J'exagère, mais à peine une ligne presque européenne, mais qui est une exception aux États-Unis. On se fait absolument massacrer ici. Hein. On a du beau temps, sauf qu'il pleut aujourd'hui, donc je ne vais pas payer de taxes. Mais non, on se fait assassiner. Mais du coup, malheureusement, sous un gouvernement républicain qui devrait en fait alléger les taxes, l'enfoiré qui est à la Maison Blanche a décidé de nous en mettre une, et donc on paye encore plus d'argent, parce qu'avant on pouvait déduire nos taxes californiennes de nos taxes fédérales, et on ne peut plus. Donc en fait on paye deux fois en quelque sorte. Ah oui, d'accord. Ouais, donc pour répondre à ta question, ça c'est quand même, je savais pas, mais c'est quand même double taxation. Effectivement, c'est un peu bon. J'imagine que les taxes sont moins élevées qu'ici, mais bref, revenons sur la question Non. Enfin, je sais plus quelle est l'imposition en France, mais si tu voyais mes chèques aux impôts, tu pleurerais quoi. Bref, donc. La question là, c'est comment est-ce que les taxes faire en sorte sur de Google taxer de façon équitable
le revenu que font les grands de l'Internet dans les pays dans lesquels le business se fait, et pas uniquement dans la façon dont ils ont réussi à s'organiser en Irlande ou dans l'île de Man, etc., qui sont des paradis fiscaux. Et je pense que de toute façon, contrairement à ce que tu disais, je pense que c'est juste d'essayer de trouver une façon de faire remonter des taxations dans les pays des consommateurs, parce que c'est là où, en fait, de la même façon que la TVA ou la sales tax que l'on a ici, c'est le prélèvement basé sur le commerce. Et pour moi, ça a du sens, parce que la façon dont tu vois la taxation d'Amazon, où en fait ils payent quasiment que dalle, alors que c'est des dizaines, des centaines de milliards de dollars de revenus, c'est absolument honteux. C'est pareil pour Apple. Donc je pense qu'à un moment, on commence à démonter en fait le système de taxation et de paradis fiscaux. Ça me paraît en fait très juste, de manière à ce que soient vraiment taxés les boîtes et les gens qui font du fric, de manière à ce que les taxes soient plus justes. Ce qui ne veut pas dire me massacrer moi, parce qu'il ne faut pas déconner, quoi. Bon, bah écoute, au moins, on tombe d'accord sur cet aspect-là. Reste Marion qui est désabusé et qui estime que ça ne fonctionnera pas comme on espère que ça va fonctionner. On verra ce que ça donne. Je commande pas sur l'initiative qui vient juste d'être mise en place. C'est plus sur la philosophie. Oui, mais non, mais je crois que c'est ça finalement qui est important, c'est se dire est-ce que c'est juste que ces sociétés soient considérées de cette manière. Ensuite, l'implémentation peut être discutée, mais moi j'avoue que j'ai une certaine je vais pas dire admiration, c'est un peu fort, mais on n'a pas arrêté de décrier les problèmes de taxation et de dire justement, le problème c'est que tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation européenne, ils vont aller dans les endroits où ils payent le moins de taxes. Là, ça préempte le problème. C'est que, ok, vous payez les taxes où vous voulez, mais à la limite, nous, on parle plus de bénéfices, mais de chiffre d'affaires. Et si votre chiffre d'affaires est gros chez nous, vous payez plus d'impôts chez nous. Et voilà. Et donc, après, les bénéfices, c'est encore une autre histoire. Mais ça me paraît une approche qui devrait être harmonisée au niveau européen, certes, mais qui n'est pas incohérente. Bon, parlons un petit peu de Supermicro et donc de Bloomberg. Vous vous souvenez de cette histoire qui avait été sortie par Bloomberg, selon laquelle un certain nombre de géants du net, dont Amazon et Apple, avaient dans leur centre de données, dans leur data center, des cartes mères d'un revendeur, ou d'un fournisseur plutôt, qui avaient été infiltrés par des sous-traitants qui était de mèche avec l'armée chinoise, et donc il y aurait des puces qui permettraient à l'armée chinoise de contrôler ou d'infiltrer les data centers en question. Alors ça avait fait toute une histoire, et le problème c'est que Bloomberg avait annoncé avoir une grande quantité de sources pour cette histoire, et ils ont leur crédibilité qui est en jeu. Mais face à ça, il y a eu un retour de bâton comme on en a rarement vu, avec pas des dénis, mais je vais perdre le mot, je vais pas retrouver le mot, des sociétés qui réfutaient ces affirmations. Marion, est-ce que tu peux m'aider à retrouver le mot que non, je suis désolée, non, je vois pas ce que tu cherches comme terme. Qui réfute, c'est ça, je crois, qui réfute les affirmations de Bloomberg, et donc c'était vraiment affirmation contre affirmation, mais il les réfutait de manière tellement forte qu'on se disait, ouais, quand même, là, ils iraient pas aussi fort s'il y avait un petit truc ou s'ils savaient un truc. Et du coup, là, on a eu un audit d'une société indépendante sur un certain nombre de cartes mères de ces centres de données. Et l'audit, figurez-vous, n'a rien trouvé, n'a pas trouvé de manipulation de ce matériel, et donc ça met un énorme point d'interrogation sur le reportage de Bloomberg. Alors,
ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucune ou qu'il n'y en a jamais eu de ces cartes mères infiltrées, mais là, clairement, tous les regards se retournent vers Bloomberg en disant « Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, je suis sûr qu'ils vont répondre, mais c'est un petit peu... Du coup, la fragilité de ce reportage est encore un petit peu accrue. Et on va voir ce qui va se passer à l'avenir. Selon certains analystes que j'écoutais dans This Week in Tech, l'étape suivante sera, est-ce qu'il va y avoir un procès ? Si Apple et Amazon et d'autres et Supermicro font un procès à Bloomberg, ça veut dire qu'ils sont tellement sûrs de leur coup qu'ils veulent leur dû. S'il n'y a pas de procès, parce que c'est tellement énorme dans ce cas-là, s'il n'y a pas de procès, ça veut dire qu'il y a peut-être quand même quelque chose derrière, pas exactement ce dont a parlé Bloomberg, mais peut-être quelque chose derrière, et que donc ils sont suffisamment pas sûrs de leur coup pour pas faire de procès. Donc c'est surtout pour donner la suite de cette histoire qui avait fait grand bruit il y a quelques mois aux auditeurs. Mais si vous avez des choses à ajouter sur le sujet, n'hésitez pas, et on peut avancer ensuite sinon. Je suis sûr que cette histoire va vous intéresser un petit peu plus. C'est Apple qui visiblement relancerait l'app qu'ils ont rachetée, qui s'appelle Texture, qui est une application en fait d'abonnement aux journaux, aux magazines. Ils pourraient la relancer, on va dire... Pardon, les journées sont difficiles avec le petit. Qui pourrait la relancer en tant qu'Apple News. Le bouc de sommeil. Il y en a qui comprennent. Il pourrait les relancer en tant qu'Apple News. En fait, ça serait une sorte de Netflix de la presse. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé ce genre d'approche par le passé. Du coup, là, je vais vous poser la question à nouveau. Marion, Netflix de la presse poussé par Apple, avec, on ne sait pas, un abonnement genre à ce que c'est 7 €, 10 €, et un accès à une grande quantité de titres de presse. Est-ce que tu y crois ou est-ce que c'est trop tard ? C'est une bonne question, honnêtement. Moi, personnellement, c'est vrai que d'abord, j'ai jamais eu une grande consommation de presse, mais ça serait, tu vois, une offre, moi, qui pourrait me tenter, pour le coup, qui pourrait me réconcilier un petit peu avec des titres de presse, si on pouvait les grouper de cette manière-là. Parce que je t'avoue que j'ai pas vraiment envie, il y en a qui me tentent, hein, mais j'ai pas envie de démarrer un abonnement par-ci, démarrer un autre abonnement par-là et devoir tout maintenir. Si c'était centralisé quelque part... potentiellement, ça me... Voilà, comme vraiment un usage personnel, ça me tenterait, ouais. C'est marrant, je pensais que tu allais me dire ah non, attends, la presse, c'est les vieux, moi... Bah non, parce que après le journalisme, moi j'aime ça m'intéresse, enfin, c'est un vrai travail d'investigation, de recherche. Il y a des titres de presse que j'aime beaucoup et ça me peine de voir comment ils galèrent avec l'ère du numérique. Mais par contre, quand je vois toutes les offres d'abonnement, j'en ai marre de souscrire à 36 000 abonnements que je dois maintenir partout, quoi. Donc j'ai pas envie de... Pour même 3 abonnements de titres de presse, j'ai pas envie de le faire en fait. Bah, c'est vrai que surtout à l'heure où le journalisme en tant que travail est important et est au centre des préoccupations à l'heure des fake news et de n'importe quelle information pouvant être considérée comme une information, on va dire entre guillemets fiable, et le business model de la pub étant problématique pour les titres de presse et changeant, on en a parlé souvent là encore, la manière dont le métier est fait, c'est vrai qu'un autre moyen peut-être plus simple de fournir de l'argent, de payer pour son information sera peut-être le bienvenu d'une manière que on n'aurait pas forcément vu il y a, je sais pas, 3 ou 4 ans. Peut-être qu'il y a 3 ou 4 ans, on se serait dit, oh, c'est bon, machin, pas besoin, il y a la pub, et ils vont pas nous faire chier à vouloir payer. Aujourd'hui, on n'a plus du tout la même vision de la chose, et je serais pas surpris de voir Apple appuyer sur ce point et dire justement, il est important de payer l'information pour que l'information soit de qualité. Si on la paye pas, eh ben, on sait pas forcément d'où elle vient. Il pourrait appuyer là-dessus. Il y a plusieurs choses là. Il y a c'est donc l'explosion des fake news et le besoin d'avoir une façon de trouver les sources qui sont dans lesquelles tu peux avoir confiance et celles qui sont des sources de fake news. 2, c'est les ad blockers. Donc le ad blocking a fait extrêmement de mal aux médias puisque
aux États-Unis, je sais plus, c'est de l'ordre de 30 à 40%, mais en Europe, tu vas pousser en fait le l'adblocking jusqu'à 70 ou 80% dans certains pays. En fonction de certains domaines, c'est vrai que surtout pour l'informatique, les geeks, les trucs de jeux vidéo, c'est à des pourcentages incroyables, ouais. Tout à fait. Et donc, il y a besoin de trouver des solutions. Et donc, cette notion de bundling, on parlait de bundling de services, maintenant c'est un bundling de news, où en gros, tu peux dire, je vais m'abonner à un ensemble de sources qui m'intéressent et je vais payer, en fait, en quelque sorte, pas article que je regarde, mais en gros, c'est géré par ma subscription. Il y a en fait il y a une solution chez Google, une solution chez Apple. Il y a 2 ans, j'ai financé une boîte qui s'appelle Scroll, Scroll, qui vient juste d'être annoncée et qui vient d'annoncer son tour de financement de Series A avec un VC américain qui est très très bon dans le domaine des médias, qui s'appelle Union Square. Ils avaient investi dans Twitter, ils ont investi dans plein de trucs. Et donc, c'est une boîte qui crée en fait un ensemble de relations avec des éditeurs et qui aura une offre pour les utilisateurs où tu pourras payer un certain montant par mois et ça te donnera accès à une expérience sans ad du tout. Et donc, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus sympa, où tu pourras lire tes articles sans ad, que ce soit sur ton desktop, que ce soit sur ton iPad, sur ton iPhone, que tu cliques au travers de Facebook, que tu y arrives par Twitter. Et ça paraît pas, mais c'est une chiotte de gérer tout ça, c'est absolument abominable. Et donc, les Gus, ils vont lancer en Q1, et j'espère, et je pense que ça va être abominablement difficile, mais je pense que s'il y a une équipe qui peut résoudre cette problématique et devenir le Spotify du monde des médias, c'est cette équipe-là. Et donc, c'est pour ça que je leur ai donné plein de pognon. Mais du coup, ça vous fait pas super peur que Apple se lancerait peut-être sur le marché aussi ? Non, au contraire. Ça légitimise complètement notre approche, parce que tu vois un peu la façon dont Apple dicte ses conditions au monde de la musique, et les Gus dans les médias, ils n'ont pas forcément envie de voir Apple ou Google là-dedans, quoi. C'est vrai qu'ils ont... D'ailleurs, ça leur a... On sera beaucoup plus facile à gérer, à travailler avec. Et on a... je peux trop rien dire, mais ça fait 2 ans que je travaille là-dessus en tant que membre du comité de directoire. Et on fait de très beaux progrès avec les éditeurs. Aujourd'hui, c'est essentiellement américain, mais un jour, ce sera aussi global, quoi. C'est intéressant de voir que c'est un problème je pense, qui se posait depuis un moment. Enfin, là encore, on en parlait souvent. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais je sens venir la nécessité de ce genre de solution. Là où il y a, je sais pas, comme je disais tout à l'heure, 3 ou 4 ans, c'était peut-être un petit peu trop tôt. Mais aujourd'hui, les gens seront beaucoup plus prêts à payer pour ce genre de truc, alors que ça soit Apple ou Google, ou Google, non, ils veulent mettre de la pub partout, mais une solution tierce. Il y aura effectivement un marché à prendre, ensuite voir la taille du marché, mais c'est quelque chose qui n'aurait pas forcément été possible en raison de la conjoncture sociale il y a quelques années. Disney Plus va arriver en France, on l'espère un petit peu après, alors on ne sait pas quand, mais on l'espère en 2019, avec des contenus exclusifs. Bon, c'est pas une surprise, hein, mais Disney va s'intéresser aux contenus locaux également, de la même manière que Netflix. On s'est rendu compte que c'est un élément important pour conquérir les différents marchés locaux, et Disney Plus va mettre de l'argent. Alors Disney Plus, c'est le Netflix de Disney, hein, vous l'aurez compris, il sera lancé fin 2019. Oui, et donc on espère que ça arrivera en France en 2020 et pas plus tard, mais il y aura du contenu local. Donc si vous êtes dans la production de contenu, commencez à contacter Disney pour qu'ils vous donnent des sous pour faire a Disney Plus exclusive. Moi, je suis toujours à fond sur Disney+, hein. Surtout que le petit sera en âge quand ils arriveront, donc parfait. Quelle synchronisation. Je suis sûre qu'ils se sont posé la question, quel âge aura le petit, le exactement. Patrick miniature. Ils disent 2020, 2021, allez, ça sera parfait.
Bon, on a encore 2-3 news, mais je crois que Jeff, tu as un rendez-vous super important pour lequel tu dois nous quitter malheureusement, donc je vais peut-être te laisser filer avant de continuer. Bah écoute, oui, parce que il est 58. Et bah oui, c'est ça. Donc, je souhaite à tout le monde de joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année, et puis tout plein de bonnes choses pour 2019. Et j'espère vous retrouver tous au mois de janvier, quand on fera le premier podcast de l'année et le premier podcast après qui commencera en fait la deuxième décennie du Rendez-vous Tech. Ah mais attends, mais c'est vrai, on l'a lancé en janvier 2009. C'était janvier ou février? Oh là là, ça va. Mais je m'en rendais même pas compte, 10 ans. Mais non, j'ai rien prévu du tout, merde. Bah tu vois, comme ça, t'as un mois pour réfléchir ce que tu peux faire, parce que sinon t'aurais été comme un con. Si t'avais complètement. Bah voilà les gars, ça fait 10 ans. 10 ans. J'avais pas du tout pensé à ça. Putain, 10 ok. Ans. Bon, très bien. Écoute, j'essaierai de préparer un truc. Putain, 10 ans. C'est ça. À l'époque, j'étais jeune et beau. Bon, bah merci Jeff, on essaiera de faire un petit truc spécial, alors ça marche. Allez, grosse bise à tous, bonne année, et on se retrouve l'année prochaine. À l'année prochaine. Oh là là, 10 ans Marion. Le choc. Oui, non, mais tout à coup, là, ça me... Et il y a des auditeurs... accomplissement, bravo quand même. Non, mais merci. C'est beau, hein. Oui, ça, c'est génial, c'est vrai. Mais, et je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui se souviennent de nos premiers épisodes avec Jeff et Yann. Jeff était là depuis le tout début, hein. Yann aussi. Yann, malheureusement, il a plus le loisir de venir dans l'émission aussi souvent qu'on le souhaiterait. Mais oui, on commençait à parler de Twitter. On expliquait aux gens ce que c'était que Twitter. Oh là là. C'est fou, ouais. Ouais. Bon bref, écoutez, on essaiera de préparer un truc du coup. Donc, des rumeurs sur le Galaxy S10, le nouveau téléphone de Samsung évidemment. Combien tu serais prêt à payer un gros Galaxy S10, dis-moi? Oui, je suis un peu mal placée pour râler sur des prix ou... Est-ce que tu as un iPhone S Plus Max? Non, je suis restée sur le 10 quand même. Je n'avais pas vraiment de raison valable de changer. Je cherchais, mais j'en ai pas trouvé. Bon, écoute, donc peut-être que le Galaxy S10 Plus, la version à 6,4 pouces et 1 Tera de stockage, te séduira peut-être à environ 1550 €. Oui, tu vois, c'est comme... Bon, il faut pas exagérer. Il y a non, mais t'exagères, il y a 1 Tera de stockage, oui, c'est ça. De stockage quand même. C'est ça. C'est-à-dire que évidemment on donne le prix, mais c'est souvent le cas dans ce genre d'articles. Là, c'est pas le cas de celui que je regarde, mais on donne le prix dans la presse généralisée, on donne le prix grand public. Le prix du plus gros modèle, sans préciser que c'est le prix du plus gros modèle. J'avais d'ailleurs répondu à 2 ou 3 journalistes au moment de l'annonce des derniers iPhones qui mettaient le prix du plus gros modèle sans préciser qu'il y en avait un avec une quantité de stockage tout à fait respectable, genre aux 2/3 du prix, et c'est le cas pour le Galaxy S10 Plus aussi, qui pour le même modèle 6,4 pouces mais avec 128 Go de stockage, qui reste quand même assez gérable, coûte entre guillemets seulement 1 000 €, donc moins que le prix du SMIC. De quoi se plaint-on? Non, mais il se positionne comme les hauts de gamme du marché actuellement, donc il y a pas, on va pas s'étouffer quoi. On va pas s'étouffer, oui et non. Le haut de gamme du marché actuellement, il a été créé par Apple il y a un peu plus d'un an. Jusqu'à il y a un peu plus d'un an, un téléphone à plus de 1 000 €, c'était compliqué à trouver. Tout à fait. Tout à fait, mais comme quoi tout le monde s'aligne. Oui, c'est vrai qu'ils sont, en tout cas Samsung c'est le cas, et puis précisons pour les râleurs que cette fuite en avant est aussi présente parce qu'il y a des téléphones de tellement bonne qualité à des prix plus bas que eux, ils vendent des trucs plus chers pour faire plus de marge pour ceux qui veulent cette expérience-là. Et bon, c'est vrai que ça marche visiblement, encore que Apple a des difficultés, il semble, avec ses derniers téléphones. On ne sait pas si c'est du côté du 10R ou du 10S, mais on en parlait, c'est un petit peu compliqué.
notons que le S10 est décliné en plusieurs modèles et il y aura un S10 Lite qui sera un peu plus petit, c'est des rumeurs encore, mais son prix sera de 745 €, donc une broutille. Et puis le S10 classique avec un écran de 6,1 pouces qui commencerait à moins de 900 €. C'est des prix qui sont adaptés des prix anglais, des prix en livres, donc peut-être que ça ne sera pas exactement la même chose en fonction des taxes, etc. Mais... Il est minuit, hein, excusez-moi, je dors peu. On te pardonne. Oui, en fait, je dévoile les secrets de fabrication. Quand on a Jeff dans l'émission, comme il est en Californie, eh bien on est obligé d'enregistrer relativement tard pour qu'on ne soit pas, de mon côté, en plein dans le bain et le dîner, et de son côté, qu'il ait la pause du moment où il peut venir. Et donc, ça fait qu'on enregistre très tard, et Marion, très gentiment, se joint à nous, accepte de faire ça. Moi, ça me fait moins tard que toi, hein, donc vrai, ça va, je me plains pas. Bon, tiens, on va conclure avec un truc marrant. Une liste la liste annuelle des pires mots de passe. Alors, il y a toujours une société qui réussit à trouver une liste leakée de mots de passe dans l'année et qui fait la liste de ceux qui sont le plus utilisés. Alors, je ne sais pas si ça fait rire ou si ça fait pleurer. À ton avis, je ne sais pas si tu n'as pas regardé l'article, j'espère, mais quel est le mot de passe le plus utilisé dans le monde selon cette étude qui est a priori fiable? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que le grand classique indétrônable, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, un truc dans le genre, non? Voilà, exactement. Et les choses ne changent pas. Le deuxième mot de passe le plus fréquent? Mot de passe, enfin password. Oui, exactement, password, bien joué. T'es sûr que tu regardes pas mal. Attends, on va voir avec le troisième. Non, le troisième, je vais pas te demander parce que tu vas pas le trouver. C'est des gens qui en fait ajoutent de la complexité de manière assez réfléchie à leur mot de passe et qui essayent vraiment de déjouer les algorithmes et les listes de mots de passe existants de manière assez maligne. C'est-à-dire qu'au lieu de taper 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe, ils tapent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, tout à coup, sachant que le quatrième le plus utilisé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est pour les paresseux, tu vois, ceux qui n'ont pas voulu taper jusqu'à 9. Et le cinquième, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pour ceux qui n'ont même pas voulu mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je sais pas, ça me déprime. Il n'y a pas les AZERTY, QWERTY traditionnels? Si, il y a 1, 1, 1, 1, 1, Sunshine en 8e position, QWERTY en 9e, I Love You en 10e, c'est quand même joli. En 11e, Princess. Oh, c'est beau. Admin, welcome, 6, là c'est pour les métalleux. ABC 1, 2, 3, football. Il y a des gens, tu sais, tu mets en mot de passe les trucs que t'aimes. Ok, football. Moi je vais mettre jeux vidéo ou... Non, pardon, je vais mettre le nom de ma femme. Excusez-moi, c'est ça, les trucs que t'aimes. Oui, bien sûr, je pense pas à jeux vidéo, je pense à ma femme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Monkey. Alors là, on a en 19e position des gens qui pensent en 4 dimensions, quoi. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, il tape 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il y a l'évolution. Ouais. On a aussi des gens qui appuient sur Shift et qui tapent ce qu'il y a sur les chiffres, c'est surtout des claviers anglais. Donc, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand on appuie sur Shift, c'est quasiment ce qu'on aurait, nous, en appuyant sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais sans appuyer sur Shift. Donc, c'est point d'exclamation, @ pound, $, etc. Bref, je vais pas continuer. C'est assez affligeant. Peut-être... C'est l'occasion de vous rappeler que les mots de passe, oui, c'est chiant à utiliser, mais c'est important. Il est incroyablement important de les utiliser de manière sécurisée, de les concevoir de manière sécurisée. Et peut-être que j'en reparlerai à un moment dans un épisode à venir, mais utiliser un gestionnaire de mots de passe. Il y a beaucoup de gens qui se disent, alors les gestionnaires de mots de passe, c'est des outils qui vont vous donner une sorte de
de coffre-fort à mot de passe et qui va remplir pour vous sur le web de manière un petit peu alambiquée mais quand même sur vos téléphones les mots de passe de manière à ce que vous n'ayez pas à retenir des mots de passe complexes et plein de mots de passe différents. En fait, vous n'avez plus besoin de connaître vos mots de passe. Et vous avez donc un mot de passe général qui va vous permettre d'accéder à ce coffre-fort. Et oui, on va dire après, il n'y a qu'un seul niveau enfin, si quelqu'un trouve votre mot de passe à ce gestionnaire de mots de passe, eh ben, il a tous vos mots de passe. Oui, ok, c'est vrai, mais d'une part, ils sont très sécurisés, vous pouvez ajouter une authentification double facteur, et puis surtout, ce mot de passe, vous pouvez le rendre complexe et ne retenir que celui-là. Donc, bon... Utiliser des gestionnaires de mots de passe. Il y en a plusieurs. Il y a Dashlane, il y a OnePassword. Moi, celui que j'utilise, c'est LastPass, qui fonctionne très bien et qui est très sécurisé. Donc, voilà, gestionnaire de mots de passe. Marion, je suis sûre que... Vous êtes quand même plus tranquille d'esprit quand vous avez tout de stocké quelque part. Oui, aussi, ouais, on les oublie pas. On n'a pas besoin de mettre les post-it sur l'écran, etc. Toi, tu utilises un gestionnaire de mots de passe, je suis sûr. Oui, j'utilise OnePassword, on en utilise même un au boulot aussi. C'est très, très pratique. Voilà, donc c'est la leçon du jour. Et écoutez, ça va être la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et si vous en voulez encore plus, on va vous proposer d'aller suivre Jeff sur Twitter. C'est très facile, c'est @Jeff. Donc vous pouvez le retrouver là-bas. Marion, pour toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'Internet ? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech. Voilà, de manière assez classique. On fait des petites émissions matinales sur la tech. Et puis également sur Twitter au pseudo Aisea Design. Et le lien sera dans les notes de l'émission, puisque c'est un petit peu compliqué à taper, j'avoue. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr si vous voulez laisser des commentaires, discuter avec les autres personnes qui ont laissé des commentaires, dire ce qu'on a dit de bien ou de pas très bien. Ça arrive aussi parfois. Quand je dis pas bien, ça veut dire pas très malin, hein. C'est pas qu'on est bien ou mal, d'intelligent ou de pas très malin. Ça peut nous arriver d'avoir des petits moments d'absence, surtout à moi. Donc n'hésitez pas à venir nous faire les remarques sur frenchspin.fr. Et puis, comme je le disais tout à l'heure dans l'émission, si vous voulez penser à votre santé avant tout, si vous voulez éviter de consommer trop de caféine, de manger trop de sucre avec les desserts, et ben pour vous, pensez à passer sur patreon.com/rdvtech et à vous abonner pour soutenir l'émission. Et en plus de ça, accessoirement, vous ferez une bonne action et vous permettrez à cette émission d'exister sur la longueur, et vous fournirez également cette émission à tous ceux qui n'ont peut-être pas les moyens de contribuer à son élaboration. Donc patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission et ça se fait en 2 minutes. N'hésitez pas à aller le faire sur votre navigateur maintenant ou sur votre mobile. Ça se fait très très facilement. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 1 semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous! Très bonne fête, ciao!